vous écoutez le podcast Maintenant je vais pour en finir avec les Ah si j'avais et oser une vie professionnelle qui vous ressemble. Je suis Anaïk, j'ai créé AH Accompagnement en 2018 après 15 ans en marketing et un début de vie professionnelle en histoire de l'art, donc plusieurs déjà reconversions et plusieurs vies professionnelles. Je suis là pour vous accompagner donc à oser trouver ou retrouver du plaisir au travail, pour se dire que c'est pas toujours une reconversion 180 degrés, que c'est pas toujours tout plaqué, que ça peut être parfois des petits, des grands ou des moyens ajustements, et que ce qui compte c'est d'aller comprendre justement ce qui va faire que maintenant, vous allez oser bouger avec, dans chacun de ces podcasts, des pistes d'action, que ce soit des podcasts où j'interviens seule ou des podcasts de parcours de reconversion. C'est parti, maintenant, vous allez. Bonjour Christelle, merci d'accepter de faire ce podcast avec moi sur un sujet qui est un peu nouveau encore, puisque j'ai décidé de lancer un peu des nouvelles formules, puisque là encore, on va pas se parler uniquement parcours de reconversion, même si pour toi, on va se parler un petit peu de reconversion, mais on va parler de la thématique de l'argent et de l'argent dans une reconversion, mais pas que. Cette thématique m'intéresse puisque, évidemment, quand on a envie de changement, on peut avoir un frein à se dire, oh mon Dieu, mais il va falloir que je quitte tout et que si je vais élever des chefs dans le Larzac, que je fasse une croix sur ma carrière et mes finances. Donc, j'ai plein de gens pour lesquels ça va être une vraie peur et je le travaille dans le détail. Donc, j'ai eu envie de parler de ça avec toi. Et juste avant de se lancer, on va faire un petit coucou à Amélie, puisqu'on s'est connus sur les réseaux grâce à Amélie, juste en se disant ah tiens, ton profil est intéressant. Donc, bravo aussi les réseaux sociaux qui permettent de faire des jolies rencontres. Je vais te laisser te présenter pour commencer, donc raconter justement ton parcours, comment t'en es arrivé à te spécialiser sur l'argent, pourquoi cette thématique te parle, voilà, de Ouais. manière générale. Bon, bah encore, en fait, c'est très marrant parce que quand on met les choses en perspective, je me dis, il n'y a rien normalement qui aurait dû me conduire à cette thématique-là. Là, je suis coach sur la partie finance, mais initialement, moi, ce qui me passionnait, c'était l'histoire. Donc, j'étais passionnée par l'histoire. J'ai commencé mon parcours dans la fonction publique pendant au moins 13 ans dans différentes institutions, notamment des ministères parisiens. Quand tu as donc décidé de quitter l'histoire pour aller petit à petit vers l'entrepreneuriat, t'es pas tout de suite arrivé sur la question de l'accompagnement à l'argent. Comment ça s'est Non. fait cette question-là? Alors, en fait, je me souviens que j'avais fait une recherche sur Internet. J'avais cette envie de quitter mon poste pour embrasser une activité qui allait pouvoir me permettre de travailler à la maison. Et j'avais par contre pas d'idée précise, tu vois. J'étais, bon, on va voir. Donc, je me souviens très bien de cette requête sur Google et ça m'avait amené à, vous pouvez vivre de vos activités grâce à un blog. Je dis, bon, bah, je sais pas trop écrire, donc je sais pas vraiment si ça va m'amener à quelque chose. J'étais bonne sur la recherche, hein, mais sur la partie écriture, peut-être moins, ou en tout cas, je me percevais pas dans ce domaine-là. Et en fait, en plongeant dans l'univers du blogging, j'ai découvert bien plus que l'écriture. J'ai découvert que effectivement, il y avait tout l'univers de créer, conception, en fait, tu vois, de sites internet. J'ai découvert le fait de transmettre et de voir en fait tous ces blogueurs qui avaient chacun leur cœur de spécialité, comme je sais pas la photographie par exemple, voilà, avait à cœur de transmettre à travers un blog et de former. Et je pense que c'est ça qui m'a attirée, tu vois, la partie transmission, formation, plus que l'écriture en tant que telle. Et donc, à un moment donné, bah, je me suis dit, ben, tiens, je vais créer mon propre site internet. Et j'ai créé mon premier blog. J'étais encore en poste, hein, je me souviens. Et c'était un blog à destination des mamans. Et puis après, c'est un peu plus tard, quand je me suis vraiment lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, bon, bah tiens, par rapport à ce que tu as déjà mis en place, ce que tu as pu comprendre et ce que tu as pu aimer surtout, c'était la mise en place de site internet. Donc, ça m'est venu, voilà, sur cette partie-là, me suis lancée dans la partie web marketing. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était peut-être de relancer un nouveau blog,
Tu vois, le premier blog était sur les Mm. parents. Ben là, c'était de nouveau un nouveau blog, mais pour les parents sur la partie investissement. Ça m'est venu parce que je me suis dit, bah tiens, finalement, toi qui as tellement envie de vivre de revenus type entrepreneuriat, type aussi investissement. Et j'avais déjà investi dans l'immobilier depuis mon jeune âge. Je voyais qu'on me sollicitait beaucoup, on me demandait des retours, tu vois, des conseils et autres. Je me suis dit, bah, tiens, peut-être que tu peux en faire un blog. Donc j'ai fait ça, un blog. J'ai recommencé de nouveau formation en ligne, puis accompagnement. Et en fait, voilà, petit à petit, ça m'a amené sur la thématique de l'argent, puisque comme je parlais beaucoup forcément de mes retours d'expérience, notamment sur l'investissement locatif, bah, ça m'a amené sur voilà, toute cette grande thématique. Ça a été un vrai chemin. Donc, je me suis pas lancée tout de suite à me dire, bah, tiens, j'achète mon premier logement et puis je vais lancer des formations. Pas Mm. du tout. Ça, je pense que ça a pris au moins 15-20 ans, tu vois, tout ce parcours-là. Mais c'était à un moment donné quand, donc peut-être vers mes 38 ans, je me suis dit, tiens, ce nouveau blog que j'ai envie de lancer, je me sens prête à le faire et je sens qu'il faut que ça parte vraiment de moi, de mon, tu vois, de mon vécu en toute transparence, encore une fois, de mes valeurs, de mes convictions et de me dire, mais finalement, si moi, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu enclencher, je pense que tout le monde peut le faire en fait. Faut peut-être juste transmettre un petit peu ce que j'ai pu comprendre et ça peut aider certaines mamans, certains papas. Ok. Donc le point de départ, oui, et alors bon, nous on s'est déjà parlé en dehors, mais il y avait aussi au départ ouais, plutôt hommes et femmes Ouais, dans ta transmission. La transmission de départ s'est faite autour de l'investissement. ouais, Là, on se parlait nous aussi de rapport à l'argent. ouais. Donc, il y Alors, a- c'était en fait la porte d'entrée, ça a été effectivement l'investissement immobilier, parce que pour moi, c'est un des leviers d'enrichissement. Ensuite, le deuxième levier, ça a été l'entrepreneuriat. Dans le temps, en tout cas dans mon parcours, c'est ce que j'ai activé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et le troisième levier, c'est la bourse. Ça, je l'ai activé assez tardivement, pour être clair, il y a à peu près 5 ans. Et le quatrième levier, alors c'est pas forcément par étape, hein, parce que ce quatrième levier, il peut être actionnable même le plus tôt possible, c'est la connaissance de soi. C'est connaître en fait son travail, son rapport à l'argent et apprendre justement voilà, à dépasser ses peurs. Donc c'est un vrai travail, mais je pense que c'est l'un des plus importants leviers parce que tant qu'on a ces peurs, cette insécurité, ça va nous empêcher d'activer les autres leviers. Toi, en intérêt, en tout cas en prise de conscience, en travail que tu as pu faire, ce rapport à l'argent, ça t'a intéressé peut-être après, là, dans ce que j'entends, mais maintenant dans l'accompagnement, tu l'intègres plutôt en te disant que bah, si ça bloque, il y aura pas investissement, il y aura pas capacité d'aller derrière. Mais toi, c'est venu après, peut-être parce qu'en accompagnant, tu voyais qu'il y avait des blocages. Comment ça s'est passé? Alors pour moi ou pour mes clients? Les deux, comme tu veux, dans l'ordre, dans le désordre, comme tu. Alors, je pense que de toute façon, c'est un travail concomitant. C'est-à-dire que on- je- le travail sur le rapport à l'argent, ça peut prendre toute une vie, hein, très clairement. Donc, c'est pas parce qu'on se dit, bah tiens, je suis vraiment en insécurité financière, j'ai un vrai problème, donc je ne vais pas encore investir. Je dis surtout pas, parce qu'au contraire, je pense que c'est bien de le faire en parallèle et de pouvoir aussi investir par petits pas, comme je le fais avec mes clientes quand je leur montre comment investir, comment comprendre et investir en bourse. Euh, Elles prennent confiance petit à petit en elles, elles démystifient les choses et elles travaillent en même temps, tu vois, cette peur peut-être de perdre de l'argent, notamment à travers la bourse. Donc, pour moi, c'est un travail vraiment qui se fait en parallèle. C'est les premières questions que je pose dès le départ de mon accompagnement. Et moi, pour ma part, en fait, ça s'est fait aussi pareil au fil de l'eau. Je pourrais même pas te dire, tiens, à partir de telle date, j'ai commencé à travailler. Je pense que c'est plus la connaissance de soi, tu sais, apprendre à connaître mes talents, mes zones d'ombre aussi, ce qui pouvait me challenger. Puis en fait, au fur et à mesure, l'argent est venu en me disant, bah tiens, là, je vois que je suis quelqu'un d'assez anxieuse et en même temps, j'aime aussi le challenge. Et je me souviens qu'il y a l'un des premiers exercices qui m'a beaucoup aidé à travailler sur mon rapport à l'argent, c'était, je ne sais pas si tu le connais, ce sont les archétypes financiers. Mm. Donc en provenance des États-Unis, je me souviens plus du nom de la coach.
Et je me souviens que j'avais fait le test et ça m'avait beaucoup plu parce que j'ai vu que j'avais notamment l'archétype connecteur, oui, connecteur et accumulateur aussi. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Et romantique, voilà, je cherchais aussi l'archétype romantique. Et je me dis, tiens, c'est intéressant parce que j'ai le côté accumulateur. Donc là, c'est le côté, tu sais, écureuil. Tu cherches à bien mettre de côté, à pas trop sortir. Puis en même temps, il y a le côté romantique. Donc le romantique, c'est la personne qui va chercher à se faire plaisir et à faire plaisir aux autres aussi, et à dépenser son argent dans quelque chose de beau aussi, tu vois. Donc tout ça m'a permis de me dire, OK, bah, vois tes investissements sous cet angle-là, c'est-à-dire que ton argent, tu as besoin de rassurer un peu l'accumulateur que tu as en toi, enfin l'accumulatrice. Donc comment tu peux la rassurer? Eh bien, en mettant en place un filet de sécurité, en l'identifiant précisément sur tel ou tel le livret et pour tel montant. Donc là, c'était voilà, une partie du travail. Et la romantique que tu es, bah, comment tu peux aussi la nourrir? Et c'est ce que je dis souvent à mes clientes, en fait. Quand on a cet archétype-là, on a envie de mettre du sens dans nos investissements. Ce sera ça qui va nous permettre de nourrir notre archétype. Et par exemple, location, quand on investit en immobilier, ben, c'est vrai que j'ai toujours eu plaisir à transformer quelque chose qui est plutôt moche, en fait. Tu sais, des studios où tu te dis, il y a tout à refaire, et en quelque chose de beau et de confortable, où les gens, quand ils visitent pour la première fois, se disent, ah, mais j'ai envie de mettre mes bagages, en fait, je me sens bien. Donc voilà, il y a ce côté-là. La bourse, c'est pareil, en fait. On peut mettre du sens, on peut investir en conscience auprès de certaines entreprises, voilà, et de faire quelque chose de plutôt chouette. Ce que tu me disais me faisait penser juste sur le point de j'ai peur, ouais, ça peut être ça, mais, j'ai peur mais j'y vais. Le fait de se dire j'investis pas tant que j'ai pas travaillé mes peurs, etc. Mm. Ou je me lance pas, c'est la même chose, enfin c'est concomitant hein, d'ailleurs. Ouais. C'est le travail qu'on fait aussi en disant si j'attends de plus avoir peur pour commencer à lancer un quelconque changement, ça risque d'être long et ça va pas être possible. Donc le fait de se dire, bah, c'est ce que tu as déjà utilisé comme mot, hein, je vais y aller par petits pas et je vais faire un travail sur moi en me disant, je vais reprendre confiance. Et la confiance vient en faisant des choses, quoi. Elle Ouais. peut venir d'un travail sur soi en se disant pourquoi j'ai pas confiance, qu'est-ce qui se passe derrière et d'aller comprendre. Mais elle va venir aussi en faisant des choses qui vont redonner confiance et en montrant que je peux avancer et il se passe rien. Et sinon, bah, on va pas, la confiance, elle va pas venir que. On peut aussi avoir conscience que on a peur parce que bah, c'est super, mais à un moment, si on dépasse pas ça, bah, on va en rester à OK, mais donc qu'est-ce qui se passe quoi? Donc le fait de faire les deux en même temps, c'est effectivement hyper intéressant. D'aller travailler pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière comme croyance, et de les dépasser en même temps, quoi. Et de Ouais, c'est en ça. même temps. Mm. Si on parle là-dessus sur qu'est-ce qu'il y a autour des la question de l'argent, alors on se l'est dit toutes les deux en préparant, on peut faire 6 heures de masterclass sur cette question de les peurs, les croyances, les blocages autour de l'argent, mais qu'est-ce que tu retrouves? Donc là, on peut se le dire peut-être d'ailleurs un peu autour des archétypes, mais moi, je vois dans les questionnements, je te le disais tout à l'heure, dans les blocages qu'il peut y avoir, il y a évidemment la peur de manquer, de se dire qu'on va se mettre en risque, qu'on va mettre en risque sa famille, il y a de la culpabilité de se dire bah, je gagne tant. Si j'ai envie d'aller vers un projet où je vais gagner moins d'argent, bah, il y a une culpabilité de gagner moins pour son mari, pour ses enfants, pour plein de choses. Le fait de très vite se dire, il y a une peur quand même très vite en reconversion de se dire on va finir sous les ponts qui est complètement irrationnel, hein, parce que entre le moment de je quitte mon job, j'ai quand même souvent du chômage, et puis je vais jamais retrouver rien comme boulot. Moi, je fais travailler l'exercice du pire, de qu'est-ce qui ferait que tu peux même pas être vendeur, trouver un boulot de serveur, rien, qui fait que vraiment tu es sous les ponts parce que t'as plus rien, plus rien, plus rien. Mais le cerveau se met en mais c'est fini, quoi, j'ai plus rien, j'ai tout vendu, c'est la fin du monde, quoi. Donc, qu'est-ce que tu retrouves comme travail autour de ça? On verra après les solutions, mais comme peur, quoi, ou comme relation à l'argent autour des ce que tu peux travailler, toi. Je pense, alors, je te rejoins hein, sur tout ce que tu as indiqué, parce qu'effectivement, là, en tout cas, la peur de manquer d'argent, ça c'est clair, c'est viscéral. Et puis l'archétype, quand je fais faire l'exercice à tous mes clientes, l'archétype accumulatrice, elle arrive tout le temps. Donc je me dis, il faudrait qu'un jour je le fasse auprès des nationalités
d'autres nationalités, notamment américaines, pour voir s'il y a aussi cet archétype Mm. qui revient. Mais en tout cas, au niveau du public francophone que j'ai, ça revient à chaque fois. Et ce qui revient aussi très souvent, c'est la peur, effectivement, d'échouer, de mal faire. Ça, c'est très valable pour les femmes. Parce qu'on n'a pas été éduqué, on n'aime pas forcément les chiffres. Tu vois, moi, j'en parle en connaissance de cause. C'est pour ça que je dis au Mm. départ, je suis historienne. Donc, pour moi, les chiffres, ça me paraissait un peu lointain, même si je faisais quand même un peu d'histoire démographique. Donc, j'avais quand même des données dans mon parcours. Mais on m'a toujours dit, bon, toi, tu es plutôt un profil littéraire que matheux. Donc, ce sera toujours un peu compliqué pour toi. Et je pense que, tu vois, je le vois hein, auprès de mes clients, c'est, voilà, je ne sais pas faire. Et comme je ne sais pas faire et j'ai pas les compétences non plus, eh bien, j'ai peur de me planter, j'ai peur de mal faire et puis j'ai peur effectivement de tout perdre. Et ça, c'est quelque chose qu'on repère moins chez les hommes parce que, ben, eux ont été plus sensibilisés, et on le voit dans les études tôt, hein, en tant que petit garçon, à mieux gérer l'argent. Et c'est vrai que nous, les femmes, dès petites, on nous a appris plutôt à dépenser plutôt qu'à faire fructifier. Et ça, c'est l'énorme différence. Donc, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est rattrapable à un moment donné. Donc, je pense que le vrai enjeu sur cette partie argent, c'est d'arriver à donner confiance, en fait, à ces femmes, de se dire, vous pouvez aussi bien faire qu'un homme en matière d'investissement. Alors, j'entends, il y a plein de fois où je vois quand... donc, moi, je fais aller travailler vraiment, justement, on met les mains dedans. Donc, on prend un fichier Excel. Ouh, ça fait peur. Alors, j'accompagne beaucoup, j'ai des hommes, mais j'ai beaucoup de femmes. Dans les femmes, j'en ai beaucoup qui ont fait des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. Donc, elles peuvent savoir faire un tableau Excel, avec goût ou pas avec goût. Mais malgré tout, il y en a beaucoup qui vont me dire, c'est mon mari qui gère les impôts, les choses comme ça. Et donc, il y a le truc où, bah, dans la gestion de la fameuse charge mentale, il y a souvent encore la répartition de c'est le mari qui va prendre cette partie-là de gestion financière en couple, et puis la femme qui va prendre un tas d'autres gestions, des Bah, rendez-vous. plus la nourriture, tu vois, les Ouais, courses. les courses, les rendez-vous médicaux, voilà. Donc sans faire de caricature extrême, et c'est pas toujours le cas, mais il y a souvent ce truc-là. Donc en plus, ben, on sait plus trop quoi. Donc là, quand on va se dire, ben, je veux gagner moins, ou enfin, je veux gagner moins, je veux pas gagner moins, hein. Mais il y a peut-être un moment où, parce que je refais une formation, parce que tout ça, peut-être que je vais gagner moins. Il y a aussi un sens de se dire, mais en fait, je me rends pas compte de l'impact parce que je sais même pas ce que ça aurait comme impact. Et donc moi, je le fais travailler en se disant. Mais même des choses très pratico-pratiques, hein. Si je gagne moins, bon déjà j'ai quand même souvent même l'idée de je vais avoir du chômage, elle s'en va, hein. C'est-à-dire que ben, il existe des ruptures conventionnelles, des choses comme ça, des aides. Le fait de se dire si je gagne moins, je vais payer moins d'impôts. Mhm. Donc ben, ça a quand même un impact sur le couple. Je vais peut-être avoir des choses pour la crèche, pour des choses comme ça, ce sera moins cher parce que j'aurai pas le même coefficient. Donc d'aller chercher dans les trucs comme ça, un peu, on rentre dans le dur quoi, dans un fichier. Ça, pour plein, ça va, mais j'ai des personnes pour lesquelles c'est vraiment un peu difficile, quoi. Et il y a un rapport, alors c'est homme-femme, mais c'est quand même compliqué d'être là-dessus, de... ouais, quand on rentre dans les chiffres vraiment pas dans un imaginaire de chiffres, quoi. C'est compliqué. Donc le fait, tu ressens ça, le truc de... C'est comme une somme un peu globale de j'ai besoin d'argent, mais je rentre pas dans le détail. Ouais, en tout cas au départ, avant l'accompagnement, ça c'est clair, c'est nébuleux en fait, et elles savent elles ont toujours un peu fait l'autruche avec leurs chiffres, pas en termes de courses, hein, d'alimentation, ça elles savent très bien gérer, mais sinon d'une façon générale, c'est un petit peu au feeling, et puis la partie investissement, n'en parlons même pas, ça va être Mm. souvent des contrats d'assurance vie ou autres souscrits, mais du coup délégués, hein, tu vois, on Ouais. voit ça de loin, on comprend pas trop ce qui s'y passe, et puis on cherche pas trop. Et puis à un moment donné, ben, en tout cas, on se lance dans un projet type, effectivement, comme pour toi, hein, de reconversion professionnelle ou de mon côté, bon, ben, accompagnement financier, là, on se dit, OK, j'ai compris et maintenant, ben, il va falloir travailler à fond. Donc là, moi, j'ai plutôt des personnes qui sont OK pour ne plus faire l'autruche, qui voient leurs chiffres. Et tu vois, l'un des exercices que je leur fais faire aussi, c'est la partie retraite, c'est d'estimer, Mm. hein, même si c'est de l'estimation.
Même sur le coup, ça peut être hyper inconfortable, mais en même temps, il y a un côté, ok, en fait, je vois ce chiffre, et si ça se trouve, ça sera peut-être même pire que ça, mais au moins, ça permet tu vois, de l'embrasser quelque part et maintenant de faire avec, en tout cas, d'avancer en connaissance de cause. Et je trouve qu'il y a un côté un peu, tu sais, ça soulage, en fait, de se dire, Ouais, bon, ben, on affronte quoi. on Ouais. affronte, on prend les choses en main, en fait, et là, hop, maintenant, je sais, et puis de toute façon, maintenant, je vais apprendre à mieux faire. Donc, Ouais. peut pas faire pire, en fait, quelque part. Non, et puis des fois, alors moi c'est dans un sens ou dans l'autre. Déjà, dans le cas où moi ce travail sur l'argent, il est de plein de cas, hein. Il est de se dire, déjà, je peux vouloir changer de carrière, voir ce qu'on veut, pas forcément en me disant je vais gagner moins. Il y a des gens, c'est aussi pour gagner plus. Il y a des fois où on peut se dire aussi, bah, je veux être mieux dans ma vie pro, mais je veux pas me dire que je suis OK pour baisser de 1000, 2000 euros, quoi. Même s'il y a plein de, enfin, je le disais encore avec quelqu'un l'autre jour, où notamment sur les métiers du paramédical. C'est quand même affolant comme c'est mal payé et tu peux donc le fond là-dessus enfin humain quoi hein, il est parfois affolant. Il est pour moi difficile des fois hein, de se dire mon Dieu tous ces gens qui ont envie de faire mieux dans l'humain quoi et de se dire bah ouais mais dès que tu vas sur des métiers comme ça t'es pas très bien payé. Mm. Donc c'est une autre question sur laquelle on pourrait faire débat pendant longtemps, mais tout le monde n'a pas envie, en tout cas tout le monde ne se dit pas, bah, pour moi c'est ok de passer de 4000 à 1500 euros, mais on peut se dire parfois, bah, je suis ok de baisser de 500 euros, mais ça va se jouer autrement. Et en tout cas, nous, l'enjeu, et on y viendra après, c'est aussi de se dire, bah, je peux le préparer, je peux aller gagner autrement en faisant des investissements, en faisant des placements, en faisant des choses comme ça. Mais en tout cas, je veux aussi aller l'affronter, c'est-à-dire déjà de Mm. me poser la question combien je gagne, de combien j'ai besoin. C'est quoi aussi cet équilibre de couple quand il y a un couple? Il n'y a pas toujours de couple, hein, mais quand il y a un couple, c'est quoi l'équilibre de couple? Et c'est quoi ma place à moi? Pas, bah, j'ai jamais trop regardé, c'est mon mari qui gère, on est deux, je vais pas baisser, etc. C'est quoi l'équité quand on est deux? Comment on partage les... C'est des choses sur lesquelles on commence à lire des choses, mais si je gagne 30%, partager, c'est pas payer 50%. C'est normalement, enfin, non, chacun fait comme il veut, mais on pourrait dire que c'est payer 30%. Donc, c'est réfléchir à ces choses-là. Dans les gens qui viennent te voir, donc maintenant tu accompagnes plutôt des femmes, c'est quoi la motivation? Parce que moi, je viens là-dessus, donc pour toutes ces questions qu'on vient de se dire, on est en train de réfléchir à un avenir pro et on a parfois besoin de challenger l'argent. Pour toi, c'est quoi les motivations? Alors en fait, pour les personnes qui viennent à moi, ce sont des personnes, alors souvent, ce sont des femmes qui sont dans une âgées, on va dire, de 40 ans, tu vois, 40, 45, 50 ans, qui ont, tu vois, cet élan, en fait, d'apprendre, en tout cas, ouais, d'entreprendre autrement, notamment avec leurs finances. Il y en a certaines qui sont passées par des phases, tu vois, de divorce, donc c'est aussi et de reconversion professionnelle, notamment dans l'entrepreneuriat, et qui font que là, elles se disent, OK, bon, bah maintenant, là, ce domaine financier, je vais arrêter de le mettre de côté, c'est incohérent, donc je vais m'en occuper, il n'est pas trop tard. Et c'est vrai que la plupart des femmes que j'accompagne sont des entrepreneurs. Donc, pas des entrepreneurs depuis leur jeune âge, hein, sont souvent des personnes, des femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat un peu comme moi, tu vois, tardivement, vers 35, 40 ans, et qui ont envie de sécuriser leur avenir. C'est-à-dire qu'elles ont bien conscience que au niveau retraite, ça ne sera pas forcément très gai. Il y a aussi ce côté revenu en dents de scie avec l'entrepreneuriat, que c'est Ouais. quand même certaines fois fatigant de se dire, bon ben voilà, il y a des mois qui peuvent être très bons, d'autres mois qui sont compliqués. Donc, ok, on comprend qu'il faut travailler son rapport à l'argent, qu'il faut savoir gérer cette insécurité, mais en même temps, là maintenant, concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour diversifier et faire en sorte que tout ne dépend pas que de notre revenu entrepreneurial, en fait, que notre réalité financière ne soit pas que dépendante que d'une Mm, activité. Ce qui est le cas quand on est salarié, en fait. Quand on est salarié, la plupart des salariés ont des revenus qui viennent bah, en fin de mois, hein, tu vois, c'est leur... mm, mm, activité. Là, quand on est entrepreneur, on comprend petit à petit qu'on a
besoin et souvent envie d'ailleurs, parce que ça répond aussi à un profil, tu vois, de multicasquette, de se dire, bah, finalement, comme je suis multicasquette, c'est aussi cohérent que mes finances, elles puissent venir de multiples lieux, tu vois, Ouais. plusieurs façons. Et donc ça, c'est un concept que j'ai nommé en fait multi-revenu. C'était pour moi une évidence parce que c'est quelque chose que j'incarne depuis longtemps, mais je me suis rendu compte que les gens ne s'autorisaient pas forcément à évoluer dans cette diversification. En ont beaucoup entendu parler, hein, tu sais, le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Mais par contre, le mettre en place, tu vois, le concrétiser réellement dans la matière, ça c'est quelque chose qui est moins facile. Et donc c'est sur cette partie-là que je les accompagne à travers, bah, encore une fois, l'immobilier, hein, percevoir des revenus Mm. locatifs, à travers la bourse et à travers l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, il y a aussi mille et une façons de se tirer aussi des revenus. Hyper intéressant. Bon, d'autant que effectivement les montagnes russes entrepreneuriales, Ça parle à tout le monde. être revenu à l'entrepreneuriat sur le tard, je vois bien ce que tu veux dire. Mais effectivement, ça va être une grosse question parce que dans les profils que je peux avoir, il peut y avoir énormément de personnes qui ont envie d'aller vers l'entrepreneuriat et qui Mhm. vont avoir comme frein pas que la baisse de revenus, mais aussi ce côté insécurité. Et le fait de se dire, oui, mais moi, je suis pas prête à ce que ça soit pas tous les mois fixe, à des choses comme ça. Et il y a un peu dans l'inconscient le fait que les entrepreneurs, ça nous fait pas peur, ça. C'est que je le dis à tout le monde. Si on pouvait avoir l'entrepreneuriat et un salaire qui tombe sous les mois, je pense que ça irait à plein d'entrepreneurs. C'est C'est sûr. simplement que, bon, bah voilà, comme on ne peut pas tout avoir, effectivement, on peut apprendre à le gérer autrement. Et moi, j'ai un profil très sécuritaire. Mhm. J'aurais une petite tendance à mettre que sur du livret A, voire sous mon matelas. Mais, euh, mais du coup, bah, ça aussi, il faut le travailler, quoi. De se dire bah, comment je le fais, comment je les sécurise, quelle est la meilleure manière pour moi de le gérer. Mais dans l'idéal, se mettre à mon compte répondait pas à une envie de gagner ma vie avec des mois énormes et des mois très bas, quoi. Ouais. Et, Bah, en général, quand on devient entrepreneur, enfin, en tout cas pour ma part, je parlais pour moi, c'est que je me suis lancée parce que je voulais avoir plus de temps pour mes enfants. mm, Je voulais avoir de la souplesse géographique, de pouvoir travailler là où je voulais et sur mon emploi du temps d'une façon générale d'ailleurs. Donc pour moi, c'était vraiment répondre à cette souplesse et c'était pas, je te rejoins, moi, c'était pas en tout cas, c'était pas une question de d'avoir des gros chiffres en fait. C'est juste avoir la vie que j'avais envie mm. de vivre. Bah, moi, il y avait ces mêmes raisons, voir mes enfants, déjà les voir, quoi. Ouais. Vraiment, arrêter de bosser ouais, 10 plus heures par jour, quoi, en région parisienne. Ouais. La flexibilité. Mm. Et, et après, il y avait une question aussi, là, j'avais vraiment besoin d'autonomie et de Mm. se dire la flexibilité aussi managériale. On en parle avec le podcast qui sort demain avec Émilie. Ah. La flexibilité humaine, quoi. Le Mm. fait de pas forcément se sentir au bout d'un moment, de se sentir à l'étroit un peu dans le type de management que je pouvais avoir. Et ça, pouvoir faire, je le dis en rigolant, comme je veux. Mais voilà, au bout d'un moment, de bosser comme j'ai envie de bosser, même en style hein, de travail. Ça faisait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai entrepris. Mhm. Mais il y avait plein de raisons, mais pas celle de se dire forcément je veux faire une boîte en embauchant tous les mois, de scaler, upscaler, surscaler. Euh, mais par contre, te dire je gagne bien ma vie et je suis en sécurité, du coup, le fait d'investir et de le faire, voilà, de pouvoir avoir d'autres sources, d'être en sécurité, d'avoir une Oui, sécurité. puis quelque part, c'est un petit peu, tu vois, je pense qu'on a, ça répond à, OK, moi j'ai envie d'être autonome, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat aussi pour ça, et donc c'est aussi la clé d'être autonome financièrement, en tout cas de Ouais, comprendre ce qui se passe au niveau des finances, tant nos finances pro, au niveau de notre entreprise, mais aussi au niveau de nos finances perso. Ça répond à une certaine logique, et c'est vrai que petit à petit, on se dit, bah, tiens, c'est bizarre sur cette partie-là, notamment sur la partie financière trop délégué tout de suite, en fait, auprès du banquier, auprès du conseiller en gestion de patrimoine, du conjoint. Et à un moment donné, on se dit, il n'y a pas de sens, en fait. Il faut aussi que j'apprenne par moi-même, quitte à déléguer encore une fois, mais en tout cas, là, on le saura plus en conscience. d'avoir compris derrière. Ouais. Euh,
comment tu accompagnes concrètement? Donc, il y a une partie comprendre les peurs, les archétypes, etc. Tu fais un travail sur comprendre les besoins de Ouais. chacun? Bah, en fait, moi, c'est un accompagnement très pratique, en fait, très concret. Donc, moi, j'accompagne toujours au départ par un état des lieux, c'est-à-dire, bon, bah, voilà, concrètement, euh, de quoi la personne a besoin, comment elle vit actuellement, quelles sont ses finances, l'état de, tu vois, faire une cartographie, on va dire, de ses finances. Et à partir de là, en fonction de ce qu'elle envisage, c'est ce que j'appelle l'exercice de la vie, de chiffrer sa vie idéale annuelle. À partir de là, on décide en fait, OK, voici les différents leviers qu'on peut mettre en place. Est-ce que ça va être l'immobilier? Peut-être, mais peut-être pas, parce que j'ai certaines clientes qui ne peuvent pas forcément emprunter de manière traditionnelle. Mm. Mais si c'est pas ça, ça peut être aussi l'immobilier papier, comme on appelle avec les SCPI. Ça peut être la partie boursière. Ça, la bourse, c'est accessible à tout le monde. C'est juste comprendre pourquoi on le fait et comment on le fait et que ça soit surtout simple. Parce que moi, j'accompagne des personnes qui ont pas envie d'y passer trop de temps non Mm. plus. Elles ont envie de comprendre juste l'essentiel et que ça soit mis en place et que après, ça tourne. Donc, euh, donc moi, je les accompagne, je les forme, hein. C'est vraiment une formation, mais en one-to-one, personnalisée, de façon à ce que la personne, elle puisse ensuite agir et investir elle-même en solo et qu'elle ait besoin de plus personne, en tout cas si elle le Mm. souhaite. Et puis sur la partie entrepreneuriale, ça c'est aussi un levier qu'on peut explorer ensemble si on juge qu'il y a des axes qui n'ont pas encore été développés, travaillés. On travaille aussi sur cette partie-là. Donc tu vois, je travaille vraiment avec ce côté un peu multifacette, multi-revenu pour les amener à voir qu'est-ce qui peut être qu'est-ce qui n'a pas encore été mis en place? Qu'est-ce qui est cohérent aussi? Qu'est-ce qui fait sens pour elle? L'objectif, il est de se dire du coup, il est à la fois, donc plutôt pour des femmes entrepreneurs, de se dire stabiliser les hausses et les baisses, quoi. Ouais. Dans les profils que je peux avoir moi comme en accompagnement qui pourraient se poser ces questions, il y a des femmes qui vont devenir, et des hommes toujours, mais voilà, mais je, on vous oublie pas. Mais effectivement, j'ai quand même moins d'hommes accompagnés. Euh, il peut y avoir la question de se dire, donc il y en a qui vont aller sur l'entrepreneuriat et de tout de suite sécuriser les choses, dès le départ d'un projet d'ailleurs, enfin c'est programmé. euh, pour l'avenir, hein, je veux dire, il peut y avoir une question de sécuriser une éventuelle baisse de revenus en anticipant. Comment tu gères aussi ces questions-là? Ouais, ouais, tout à fait. Bah, si on a évidemment connaissance hein, de cette modification future, par exemple, fin de l'expatriation, ça c'est des cas qui peuvent se présenter, bah, c'est déjà un calcul de, grosso modo, quelles vont être les finances ensuite sur place, en fait? Alors souvent, ce sont des expats qui ont déjà investi dans leur résidence principale et qui l'ont mis en investissement locatif. Donc là, ça va être de comparer aussi. Qu'est-ce qui va être judicieux pour vous? Est-ce que ça sera continuer l'investissement locatif et vous d'être locataire ou alors de réintégrer? Donc il y a à chaque fois, ça va être vraiment des cas pratiques, en fait, qu'on étudie ensemble pour voir qu'est-ce qui est le plus judicieux. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi un travail donc sur le côté plus, effectivement, comment tu travailles le blocage, le côté... Déblocage, en fait, moi, je vais avoir une approche sur le terrain. C'est-à-dire que comme je les amène, par exemple, à investir par elles-mêmes, notamment en bourse, parce que j'aime vraiment le passage à l'action, c'est là où justement où les peurs se manifestent encore plus, en fait. Tu vois, sinon on pourrait rester Mm. pendant longtemps à parler de nos peurs et autres. Mais par contre, là, si hop, elles sont sur le terrain et elles vont s'apprêter à faire tu vois, leur premier investissement ou à réitérer, c'est de voir à ce moment-là, OK, qu'est-ce qui se manifeste en toi? Tiens, peut-être que tu vois certaines peurs. Tiens, peut-être que tu vois tes parents aussi. Tu vois peut-être que ta mère, elle a pu te répéter ce genre de phrase. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, tu vois, qu'on travaille sur ces peurs, mais parce qu'on est sur le terrain, parce qu'on est en train Ouais. de faire. Oui, ça évite aussi de travailler, ce que je disais tout à l'heure, hein, de travailler 10 ans sur des peurs qui vont peut-être pas arriver, ou de travailler 10 ans en anticipant mais de jamais sauter le pas.
Ouais. Je prends souvent cet exemple extrêmement terre à terre, mais si tu as peur de faire du vélo parce que tu as fait une énorme chute, c'est Mm. peut-être important de le retravailler. Mais si tu regardes des vidéos de vélo, si on comprend pourquoi tu as fait du vélo, si gna gna gna, tout ça, et que tu remontes jamais sur un vélo, Mm. tu ne feras pas de vélo, quoi. C'est ça, Bon, voilà, désolée pour l'image un exactement. peu triviale et pas particulièrement. Mais il y a un moment, il faut y retourner, quoi. Ouais, C'est c'est vrai ça. que ça peut être accompagné, ça peut être avec des petits trous si on reste sur mon image de folie. Mais ouais, il faut retourner pour que tu puisses avancer et voir ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là qu'on va le traiter, quoi. Tu vois, par exemple, en ce moment, le contexte économique fait que la bourse, elle s'affole. En ce Ouais. moment, tu vois, les cours chutent et autres. Et c'est très intéressant parce que dans ces moments-là, c'est soit tu paniques et tu décides de tout revendre, en fait, parce que tu vois tout est au rouge et tu vois plus la somme, en fait, que tu es en Hmm. train de perdre. Et là, ce qui est assez rigolo, c'est que mes clientes, en fait, elles réagissent maintenant complètement différemment. Et d'ailleurs, elles m'envoient même des messages en me disant, oh, mais c'est chouette, c'est le moment où il faut acheter. Alors, je Ouais. laisse juge évidemment, parce que ça c'est à chacun de décider, mais je me dis c'est super parce qu'on a fait un tel travail. Elles auraient pu réagir avant l'accompagnement en étant complètement paniquées, mais là elles comprennent que ben, il y a des opportunités qui se décident. En fait, tu vois, c'est de voir aussi le bon Ouais. côté des choses. Et je pense que ce qui aide aussi beaucoup, et là, c'est peut-être le lien avec la partie historienne, tu vois, toujours intéressant de faire un peu le lien avec son passé, c'est que moi, j'aime beaucoup aussi leur montrer les choses en perspective. C'est de se dire, bah, écoute, là, ce qu'on est en train de vivre, hein, peut-être qu'effectivement, c'est compliqué, mais remets les choses, en fait, dans le contexte. Regarde depuis 100 ans ce qui s'est passé au niveau de la bourse, au niveau de tous les krachs boursiers. Et quand on voit ça et qu'on voit qu'au final, on a continué en moyenne 10% par an en taux de rentabilité, ben on se dit ben finalement, oui, il peut y avoir des fortes baisses, Mhm. des années assez compliquées, mais après, on a aussi des périodes de forte hausse et ça vient compenser, en fait, tu vois, ça vient annihiler un petit peu ces Hmm. trois fluctuations. Et ça, il y a un côté aussi un peu rassurant de se dire, bon, bah, finalement, je mets les choses en perspective, je comprends. Et le fait de comprendre, je pense que ça aide vraiment voilà, à avancer et à avancer avec ses peurs, tout simplement. Oui, bah, c'est comme quand on fait un travail, il y a un moment quand moi je travaille sur le concret, il y a des questions sur quel est l'état du marché, quel est le contexte de marché. Tu vois, quand tu travailles un business plan, quoi. Je veux dire, c'est Mm. quoi le contexte de marché? Et moi, je me suis lancée en 2018. Bah, depuis, bah, il y a eu le Covid. Bah, là, il y a la crise avec les US. Mm. Puis, en fait, il y a toujours un moment où on dit, ouais, mais là, c'est pas un bon marché. Je leur dis, mais attends, tu fais ça chaque année, C'est c'est ça, pas un bon marché, quoi. Donc, pendant le Covid, les gens me disaient, ouais, mais là, c'est peut-être un peu risqué. En fait, et donc, c'est plutôt de réfléchir Moi, j'essaye de dire aux gens de réfléchir en termes de, OK, il faut peut-être pas choisir des choses qui sont trop liées à un contexte où tu te dis ça marche là pour 6 mois, puis après, ouais, où c'est très dépendant d'un contexte qui serait tout lisse, mais sinon c'est dangereux. c'est ça. Sinon, bah, il faut que ça puisse tenir, mais il y aura toujours, quoi. Quand dans l'immobilier, on dit c'est la crise de l'immobilier, mais il y en a eu combien des crises de l'immobilier, quoi? En fait, je pense que la grosse erreur qu'on peut commettre, c'est d'agir, de raisonner toujours à court terme, Ouais. d'avoir des résultats trop rapidement, ce qui fait qu'ensuite, évidemment, ça amène souvent des frustrations, hein, ça amène rarement des très bonnes surprises. Et là, on le sait, hein, notamment pour la bourse, et c'est valable pour l'immobilier, quand on investit, n'investissez pas avec des achats-reventes, en fait, parce que là, en plus, c'est compliqué émotionnellement à tenir. Et puis, quand on n'y connaît pas, on n'y connaît rien, enfin, voilà, c'est assez compliqué. Donc, plutôt, effectivement, s'inscrire avec une approche long terme, c'est très rassurant de se dire, bon, bah, de toute façon, je sais que sur 5, 10 ans, 15 ans, ça suivra une bonne, tu vois, une bonne courbe. Je Ouais. fais confiance parce que l'histoire aussi m'a donné raison. Et le fait d'agir comme ça sécurise beaucoup de personnes, en fait. Le court terme sécurise. Ouais, c'est clair. Ok. Euh, Est-ce que tu vois des choses que tu aurais envie de faire passer comme message qu'on n'aurait pas abordé? Oh, je pense qu'on a à peu près tout dit. Je pense que ce qui pourrait peut-être juste, alors c'est peut-être encore le lien avec les archétypes, mais c'est ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est
Je me dis ce qui peut être intéressant pour vous aussi quand vous apprêtez par exemple à vous challenger, à investir notamment, c'est de personnifier. C'est-à-dire, si vous êtes au courant par exemple, soit de vos archétypes, soit de vos drivers, si vous les connaissez, c'est de se dire, ah tiens, là j'ai la romantique qui est en train de se mettre en place. Ou là, tiens, j'ai l'accumulatrice au moment où je veux payer. Et là, je sens que c'est un petit peu compliqué. Tu vois, de jouer un peu avec tout ça, je trouve que ça permet aussi d'alléger les choses, en fait, presque de, tu vois, de rire de soi-même ou en tout cas de prendre un juste recul et de se dire, OK, c'est normal, je compose avec toutes ces personnalités et pour autant, je continue à avancer. Oui, puis, enfin, je sais pas comment tu le gères, mais d'ailleurs, si tu as de l'accumulatrice en toi, et effectivement, tu l'as dit, je sais pas si beaucoup de gens n'en ont pas du tout, quoi, ou c'est peut-être dangereux quand on a enfin, quand t'as d'autres profils, hein, le dépensier total, mais c'est pas, enfin, c'est de se dire, tu composes, c'est ce que tu dis, Mm, c'est-à-dire que même face aux peurs, moi, je me dis, mais on va les adresser une par une. mm, On prend le temps de se dire, alors, qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? mm. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Mais quand les gens me disent j'ai peur de me planter, je trouve que c'est peut-être pas si mal d'avoir peur de se planter et de se dire ok, je prends le temps. Je suis pas obligée d'investir. Si c'est ce que tu dis là, si tu dis je vais acheter un appart en me disant bah, je vais faire de l'achat-revente parce que j'ai des potes qui m'ont raconté qu'ils font ça, etc. Est-ce que c'est la bonne idée? Et prendre un peu de Exactement. recul donc, surtout sur une reconversion, sur n'importe quoi, donc se poser un peu, Mm. prendre le temps de ne pas partir dans tous les sens. Pour les gens qui ont un profil sécuritaire, qui sont quand même ceux qui ont le Exactement. plus écouté un podcast sur J'ai peur de l'argent ou la relation à l'argent, Ouais. c'est pas grave, tant qu'on arrive à avancer et à faire avec son profil, tant que ça bloque pas la vie qu'on a envie d'avoir, quoi. Exactement. Ouais. D'arriver à composer avec ça et à se dire, bah, je vais faire au mieux. J'ai un rapport aussi à se dire peut-être la bourse, c'est sale. Bah, je peux aller faire de l'investissement green et des choses sur des Mm. projets qui sont des projets à impact. Enfin, d'aller chercher derrière qui on est et ce qu'on a envie d'en faire, comme tu disais tout à l'heure, C'est c'est ça. important, quoi. C'est vraiment une histoire de perception, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, moi j'ai souvent des personnes, même la majorité des femmes, quand elles viennent me voir, elles pensent n'avoir jamais investi en bourse. Alors déjà, c'est pas totalement vrai parce que souvent elles peuvent avoir des assurances-vie dont une partie des fonds ont Mm. été alloués à la bourse. Donc tu vois, elles investissent en bourse mais sans le savoir. Et j'ai souvent des personnes qui me disent, ouais, mais en fait, ça me demande trop de temps. Et puis, si c'est pour financer Total et compagnie, c'est pas pour moi. Et juste leur montrer que si tu voyais les choses autrement, si par exemple tu voyais que la bourse, c'est pour soutenir des entreprises, alors que toi, tu es entrepreneur, Mm. donc finalement, ça a du sens aussi de soutenir d'autres entreprises. Deuxième chose, la bourse, oui, elle peut être green parce qu'effectivement, tu peux choisir en conscience de pouvoir investir sur des secteurs d'activité, notamment avec par exemple l'eau, la forêt, enfin, tu as plein, tu vois, tu peux choisir en conscience, peux investir en bourse et pas qu'en bourse d'ailleurs de façon à ce que ça fasse sens. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Enfin, plus on avance dans les finances, plus on se rend compte que c'est finalement un univers bien plus accessible et bien plus joyeux aussi qu'on ne le Ouais. pense. Et je trouve intéressant aussi pour accompagner beaucoup de gens qui aiment apprendre, de le mettre en mode je vais apprendre des trucs. Si tu te Hmm. dis je peux apprendre des trucs, ça va m'aider pour mon avenir, ça peut lisser mes revenus. Je prépare les choses, je redeviens autonome, je prends ma vie en main, quoi, qui est en tout cas moi un de mes gros drivers de vie. Et je peux le faire en respect de qui je suis. Hmm. On commence à lever des freins, des clés et de l'envie pour prendre les choses en main. Et donc pour montrer aussi que bah, il y a des choses à faire, des déclics à avoir quand il y a des freins, notamment financiers autour du changement, quand il y a des peurs sur l'argent, même quand il n'y a pas forcément d'ailleurs de changement professionnel derrière. Voilà, quand c'est une question en général, et notamment pour les femmes, parce qu'effectivement, c'est plus une question pour les femmes souvent. Mais s'il y a des hommes à qui ça fait peur, voilà, ils auront eu aussi des clés dans ce podcast. Merci beaucoup. On retrouvera tous les liens pour te retrouver dans le descriptif du podcast. Et je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Anaïk, de m'avoir donné cet espace et c'était un grand plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Maintenant je vais. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Pourquoi pas un peu de courage pour passer à l'action, pour ce fameux premier petit pas.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec des petites étoiles, un commentaire, en le partageant à quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Maintenant, c'est à vous. Et si on se dit maintenant je vais, vous allez faire quoi après avoir écouté ce podcast et cet épisode précisément? Peut-être que dans celui-ci, je vous ai donné un exercice où vous avez eu une idée tout de suite et que c'est tout facile. Si ça ne vous vient pas, je vous propose une idée toute simple de télécharger le test offert évidemment Est-ce que je dois changer de job ou le guide Trouver le bon projet. Il y a aussi plein de ressources et d'articles sur le blog, mais ces 2 tests sont un très bon premier pas. Donc si vous n'avez pas d'idée précise en sortant de ce podcast de quelle pourrait être votre première action, et pour ne pas rester en mode j'écoute des tas de podcasts mais je ne fais rien de précis, ces 2 guides sont une bonne première action à lancer. Alors à vous de jouer et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.